Carte sur table. Carte sur table. Prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur les différents médias du groupe de presse Le Matinal. Merci de votre fidélité renouvelée. Voici votre émission sociopolitique Carte sur table. Les Béninois auront bientôt un numéro d'identification personnelle, numéro qui servira de base à tous les actes administratifs. C'est dans ce cadre que le gouvernement de la rupture lance le 1er novembre prochain le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, outil révolutionnaire annoncé. Le RAVIP attend toujours d'être compris par la masse. Le directeur général de l'INSTAE, l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, M. Alessandre Biao, est dans ce studio pour nous fournir tous les détails sur cet outil. Bien évidemment, vous aurez la possibilité d'intervenir dans cette émission aux alentours de 10h05. Les numéros pour nos jeunes n'ont pas du tout changé. Le 65 00 24 24, le 61 53 90 53. Merci à tous les auditeurs du nord du Bénin qui nous ont rejoints justement grâce à Urban FM de Parakou. Merci également à vous, auditeurs de la radio des défis, qui nous suivez un peu partout dans le monde, et à vous, téléspectateurs, qui nous regardez grâce, monsieur, à la caméra de Semiat Yissoufou, Océan Télévision Web. Merci de votre fidélité. Une fois encore, bienvenue à vous tous. Monsieur le directeur général de l'INSTAE, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, c'est un plaisir pour moi aussi d'être là. Comment allez-vous? Ça va? Oui, ça va bien. Je D'accord. Alors, monsieur Alessandre Biao, l'INSTAE dont vous êtes le DG est un établissement public à caractère scientifique. Sa tâche essentielle consiste donc à rassembler, dépouiller, analyser et présenter au gouvernement les statistiques sûres, scientifiquement élaborées. C'est donc à juste titre que le gouvernement vous fasse appel pour appuyer, et bien sûr, le RAVIP, l'équipe du RAVIP, le recensement administratif à vocation d'identification de la population. Alors, dites-nous en français facile, c'est quoi le RAVIP? Le RAVIP, c'est, de façon simple, c'est un recensement administratif qui permet de mettre au point une liste de l'ensemble des Béninois avec leurs caractéristiques personnelles, leurs photos, leur identité, leurs empreintes digitales et des renseignements personnels les concernant. Donc tout ça sera organisé dans un répertoire pour former une base de données nationale qu'on peut désagréger dans chaque hiérarchie de l'administration, les communes, les départements, les arrondissements. Et cette base de données va être un outil de pilotage des programme de développement. Comment ça va se faire? Lorsque vous avez ces informations sur l'ensemble des citoyens qui résident sur votre territoire, vous avez une vue sur les bénéficiaires des politiques publiques, vous avez une vue sur les différentes couches de population qui habitent votre territoire, et vous savez, en cas d'intervention publique concernant un secteur donné, vous savez les différentes cibles que vous pouvez identifier et impacter. C'est ça. Et il y a plusieurs applications de cette base de données. C'est déjà un fait important d'avoir une connaissance précise jusqu'aux données personnelles des personnes résidentes sur le territoire national. Ensuite, c'est que c'est un outil important de sécurisation, puisque vous connaissez tous ceux qui habitent, vous connaissez toutes leurs caractéristiques. Et ensuite, c'est que vous pourriez vraiment faire un suivi de ces bénéficiaires à travers, par exemple, on va revenir là-dessus, un numéro personnel d'identification qui leur est attribué à travers d'autres applications, la carte biométrique électronique qui leur sera attribuée de façon à ce que tous les citoyens auront un outil d'identité qui leur permettra vraiment d'accomplir toutes les relations
qu'ils ont avec l'administration. C'est ça. Troisième chose, Oui. vous savez même que quand nous avons des parcelles, Oui. notre préoccupation, c'est vraiment de faire les formalités pour que la parcelle ait un numéro. Absolument. C'est un objet immatériel. Il en faut de même pour les hommes. Nous devons avoir un numéro d'identification qui nous suive de notre naissance jusqu'à notre décès. Tout ce numéro va être inscrit dans tous nos actes administratifs, Oui. dans toutes les relations que nous aurons. Et ce n'est pas un fait isolé, c'est une donnée mondiale. C'est un numéro qui va respecter toutes les nomenclatures internationales de façon à ce que, en vous identifiant comme tel, on peut s'assurer que c'est vous qui correspondez à ce numéro. Un peu comme une carte vitale en France. Oui, vous avez tout à votre fait. numéro Oui, de sécurité sociale. Oui, ainsi de oui, suite. donc cela participe un peu de la modernisation, un peu de la gestion administrative. C'est ça. Et il y a plein d'applications dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, au niveau des banques, au niveau de la microfinance, on a besoin de certifier que l'individu X, c'est vraiment lui, et qu'il prend un crédit ici, et il ne peut pas aller sous d'autres formes, aller prendre un autre crédit là-bas, et on peut mieux faire sa traçabilité, on peut mieux organiser sa sécurité. Et il y a pas mal d'autres applications dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, ici, on arrive à partir de ce recensement, produire des cartes d'identité biométrique pour l'ensemble des personnes qui auraient adhéré à ce recensement, et je suppose que ce serait la plus large possible. Vous aurez chaque citoyen qui aura une carte avec un niveau de sécurisation fiable, et les élèves n'auront pas besoin de faire tout le stress qu'ils ont à faire avant de faire leur carte pour les examens. Les étudiants et les artisans, aujourd'hui, c'est vraiment un stress indescriptible pour les artisans qui n'ont pas d'acte de naissance, de pièces, de pouvoir disposer d'une carte d'identité. Vous voyez des citoyens qui naissent et meurent sans avoir une pièce officielle. C'est quand même dramatique. Voilà. Et donc, c'est par rapport à tout ça que lorsqu'on regarde toutes les applications, mais on ne peut pas développer toutes ces applications sans avoir une base de données de l'ensemble des citoyens avec ces caractéristiques. Alors, quel rôle joue concrètement l'INSAE dans ce processus? Oui, l'INSAE joue un rôle de contrôle de qualité. Et nous ne sommes pas directement opérationnels. C'est l'Agence nationale de traitement qui est l'agence qui a la charge de mettre en œuvre ce recensement. Nous venons en contrôle de qualité pour leur permettre de leur donner des conseils et les recommandations et les appuyer quand ils ont des problèmes précis, techniques. Et nous venons à leur rescousse. Alors, je l'avais dit tantôt en introduction, c'est un outil révolutionnaire, le RAVIP, qui attend toujours d'être compris par la masse, par les populations. Alors, quels sont les avantages? Vous l'avez également dit tout à l'heure, un certain nombre de choses. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter par rapport aux avantages? Comme je l'ai dit, le premier avantage, c'est que chaque citoyen aura un numéro personnel d'identification. C'est ça. Ça, c'est déjà un acquis vraiment révolutionnaire. Donc, ensuite, chaque citoyen aura l'avantage de figurer dans un registre national de population. Donc, ça va être une base nationale de données qui va comprendre tous les Béninois. Celles qui ont leur pièce d'identité actuelle, celles qui n'en ont pas, et même les étrangers. Les étrangers. Oui, et ça, c'est important. De connaître le nombre d'étrangers qui... Oui, non, le nombre d'étrangers est déjà révélé par les chiffres du recensement général de la population, mais de connaître, d'avoir une preuve de leur identité et de pouvoir les suivre. C'est ça. Et donc, c'est un outil important de suivi de nos compatriotes qui viennent partager notre territoire, de pouvoir s'assurer qu'ils sont bien traités et qu'ils puissent avoir des relations avec l'administration. Et en même temps, s'ils sont en position de menace pour les citoyens béninois, qu'on puisse cerner de traçabilité. C'est ça. Et lorsqu'il y a des crimes, lorsqu'on voit dans les pays modernes aujourd'hui, quand il y a des crimes, vous prenez quelqu'un avec ses empreintes, et dès que vous avez ces éléments-là, vous pouvez aller regarder votre répertoire à qui correspond cette personne. C'est ça. Et donc c'est un outil important. Et nous ne sommes pas, en faisant ces réformes, on va quand même se mettre au diapason des pays modernes qui utilisent ces outils. Il y en a en Afrique qui ont déjà entamé cette démarche. Et donc, je pense que on est dans cette perspective. Et le bien fondé aura sa raison d'être quand le maximum de Béninois
se fera inscrire dans ce répertoire. Évidemment, quand vous avez un répertoire qui est parcellaire, toutes les utilisations ne peuvent pas être épuisées à leur fin. C'est pour ça qu'il est important que tous les Béninois adhèrent. Justement, ça commence le 1er novembre prochain. 1er novembre. Alors, justement, le recensement va se passer comment? Alors... Oui, en fait, il y aura 1500. Il y aura 1500 bornes d'enregistrement. Il y aura des bornes d'enregistrement qui vont être implantées sur l'ensemble du territoire. 1500. Et ces 1500 correspondent à 1500 kits. Il y a des kits aujourd'hui très modernes, miniaturisés, qui ont été déjà testés et qui peuvent permettre de prendre de capturer vos photos, vos empreintes digitales, et en même temps, c'est des petites tablettes qui permettent de récapituler tous les renseignements personnels vous concernant. Ces kits vont être placés sur 1500 points qui vont bouger. Les 1500 points vont bouger de façon à balayer tout le territoire national. Évidemment, nous irons de village en village, de toutes les contrées, de façon à ce que on estime que chaque village, tout ça, il faut une période de environ autour d'un mois pour balayer tout un village. Après, les équipes vont faire sillonner tous les autres villages. Ça va prendre du temps alors. Oui, ça va prendre 6 mois. 6 mois pour donner le maximum de chance à tous les Béninois de se faire recenser, même s'ils sont en position de déplacement et même ou d'indisponibilité. Donc, vous avez pratiquement la moitié d'une année pour vous faire enregistrer. Et l'enregistrement va concerner tous les citoyens de 0, y compris le bébé qui vient de naître, de 0 jusqu'à XA. Et pour les enfants de moins de 5 ans, on ne va pas en capter les empreintes digitales. Est-ce que c'est l'administration qui ira vers les populations, mais il y a un point Non, il va avoir des points précis et en liaison avec les chefs quartiers. Les maires ont été associés par la déjà, oui. Je dois vous dire ici que les points d'enregistrement même ont été déjà identifiés, pré-identifiés, j'allais dire, avec les maires, les chefs d'arrondissement, tout ça. Tout ce travail est fait. Mais il va y avoir la mise en place et quelques réglages et la communication va suivre pour informer le plus largement les populations sur les points de ralliement qui, du reste, sont dynamiques. Si un point de ralliement ne permet pas de balayer l'ensemble de la population, il y a une possibilité de faire des mouvements pour balayer des populations qui sont vraiment très reculées pour que la couverture soit la plus large possible. C'est ça. Alors, justement, le RAVIP est l'une des exigences de la loi numéro 2017-08 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin. Alors, quelle place occupe désormais la LEPI dans le processus d'état civil, M. DG? Oui, de façon stricto sensu. Et quand vous prenez le RAVIP, que ce soit le formulaire de recensement, vous ne verrez aucune question qui fait référence aux élections. C'est ça. Mieux, pour l'utiliser, vous le verrez actuellement, le citoyen, il n'y a aucune référence pour le choix du centre de vote, tout ça là, tout élément qui puisse permettre de l'utiliser directement. 3. La loi électorale sur le plan juridique n'est pas abrogée. 4. Donc, autrement dit, vous voulez dire que la LEPI est toujours en vigueur. En vigueur. 4. C'est qu'il n'y a aucune référence aux circonscriptions électorales. C'est ça. Donc, en tant que tel, il n'est pas directement un outil électoral. On enregistre également les étrangers qui n'ont pas le droit de vote. Mais il peut servir comme toute base de données à renseigner, à appuyer les données électorales. Ça peut être une application vraiment ultérieure, mais de façon stricto sensu et basique, il n'y a pas directement de lien avec les élections. Mais comme toute base de données qui peut renseigner sur les populations, ça peut servir de données de calage plus tard. Mais à ce stade actuel, dans le formulaire, vous n'avez aucune information ayant référence aux élections. Mais ça peut servir, puisque nous avons l'âge, la date de naissance, tout ça là, ça peut permettre de servir les données électorales plus tard. C'est ça. Mais directement ici, les citoyens ne sont pas appelés à choisir le centre de vote. Donc, pour une élection, vous ne pouvez pas l'utiliser directement. C'est ça. Mais les informations issues de ça peuvent être des applications plus tard. Et juridiquement, nous n'avons pas... La loi électorale reste en vigueur. Tout à fait.
Bah, justement, mais il y a aussi quand même le choix de l'opérateur, hein, monsieur Alessandre Biaou, l'opérateur français Safran qui fait polémique aujourd'hui. Et vous savez, dites-nous, quelles ont été de façon technique les raisons qui ont motivé ce choix, l'opérateur français? Oui, à ce stade-ci, et par rapport à ma position technique, je dois dire que l'opérateur a présenté un protocole. C'est ça. Et ce protocole vient en appui à l'Agence nationale de traitement. L'opérateur n'est pas vraiment la structure opérationnelle. Elle vient en appui, en apportant le matériel, en apportant les logiciels, en apportant les configurations et en appuyant le déploiement et la mise en place du dispositif. Honnêtement, c'est l'Agence nationale de traitement, avec ses démembrements, qui constitue l'opérateur. Les autres viennent en soutien. Bon, je pense que les possibilités d'influence négative sont minimisées. Parce qu'il ne faut pas le cacher, sur les réseaux sociaux même. Oui. Ici, voilà, il n'est pas très contesté dans la rue par certaines organisations syndicales. Même au Kenya, on a vu un peu ce qui s'est passé avec l'opérateur Safran. Il y a d'autres pays. Oui, je ne veux pas rentrer dans ces polémiques. Est-ce que vous avez... En tant que tel, l'opérateur a présenté un protocole qui a été testé, qui permet d'atteindre les objectifs techniquement. C'est ça. Donc, il revient à l'Agence nationale de traitement et aux structures techniques en appoint de veiller à la mise en œuvre scrupuleuse du protocole. Parce que vous pouvez avoir un bon plan, vous pouvez avoir une bonne conception. Dans la mise en œuvre, il vous faut vraiment s'assurer que vous avez tout l'armada technique pour mettre en œuvre la conception. Vous avez tous les moyens pour déployer techniquement. Et après, dans le traitement, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. C'est ça. Donc, je pense qu'à ce niveau, on peut compter sur toute l'expertise nationale qui est mobilisée pour vraiment atteindre les finalités qui sont prévues. C'est ça. Et il y a également notre compatriote Jacques-Philippe Gouton qui a donné l'alerte sur le choix des 4 à puces. Et je crois que c'est Airfeed. Oui, voilà. Alors, il a attiré justement l'attention du gouvernement sur les nombreuses failles de sécurité relevées dans l'usage des puces Airfeed. Alors, est-ce que la puce Airfeed est une solution, il a dit, c'est une solution obsolète qui a montré ses limites en son temps. Comment ça va se passer? Puisqu'on dit même que ces 4-là seront inutilisables dans un délai d'1 an. Alors, il y a tellement de choses qui se disent par rapport à cette 4 puces-là. Alors, donnez-nous un peu plus de détails sur cette 4-ci. Non, je pense que le compatriote Gouton a été écouté et ses conseils ont été pris en charge. C'est ça. Vous savez, la technologie est évolutive. Et aujourd'hui, s'il y a des approches technologiques, il faut l'intégrer pour pouvoir vraiment fiabiliser le plus possible. Et en tant que tel, son apport n'est pas inutile. Mais il va être pris en charge lors de la conception des cartes. À ce stade-ci, on n'est même pas encore à la conception des cartes. Et il a tiré l'attention quand même du gouvernement. Oui, et je pense que c'est une bonne chose. Et je pense que ça ne va pas être balayé de revers de main. Parce que la sécurisation est un objectif essentiel. Et il y a déjà pas mal d'initiatives en matière de sécurisation, la mise en place d'un projet PKI, d'un numéro PKI au niveau international, au niveau national, qui va rendre les possibilités de trafic des cartes vraiment très limitées. Et aucun système mondial n'a une sécurité à 100%, mais nous allons approcher vraiment les normes internationales de sécurité. Et il y a toute une batterie de réformes qui sont développées parallèlement au RAVIP. J'ai parlé des initiatives PKI au niveau national. Et donc, ça va fiabiliser les cartes à puces. Actuellement, c'est un débat qui est important, mais ce n'est pas le plus urgent. Le plus urgent, c'est d'abord de faire le répertoire national. Et dès que la base de données et que le processus de la carte va être mis en place, elle va être prise en charge. Mais ce processus ne doit pas nous démobiliser à constituer cette base de données. Puisque sans base de données, vous ne pouvez pas développer ces applications. Oui, parlons bien sûr donc de confidentialité, dans laquelle sont justement les mesures qui seront mises en place pour garder cela. Vous savez, des informations personnelles recueillies, les sauvegardes de ces données numériques seront gardées où d'abord, monsieur le DG? Oui,
Il y a d'abord un centre national d'identification qui va être mis en place. Mais en attendant, il y a déjà un centre de stockage avec des serveurs, avec tout l'arsenal de protection qui est mis en place et qui se trouve au Royal des Arts. Il est sécurisé aussi bien sur le plan technique que sur le plan humain. C'est ça. Mais on a aussi l'arsenal juridique qui protège la loi sur la protection des données personnelles, dont la CNIL assure la veille. Et on doit se rassurer qu'au Bénin, depuis la LEPI jusqu'à la mise en place de la LEPI jusqu'à nos jours, on n'a jamais souffert de problèmes de sécurisation des données personnelles. Et on peut au moins se convaincre du fait que au Bénin, il y a eu très peu de risques de sécurisation ou bien d'utilisation des données personnelles à d'autres fins de protection. Je pense que malgré toutes les récriminations, ça c'est des acquis pour lesquels on a déjà capitalisé pas mal d'expériences. C'est vrai qu'on sommes à l'ère, bien sûr, des nouvelles technologies qui renforcent. Les vols d'identité sont très courants aujourd'hui. Oui, mais en même temps, il y a eu des outils nouveaux pour renforcer la sécurisation. Et donc, nous sommes dans ce perpétuel mouvement et nous devons être vigilants. Cet appel de la population n'est pas une source pour arrêter les initiatives, mais ça doit nous amener à redoubler de vigilance. C'est ça. Et en tant que tel, vraiment, il faut s'assurer de la vigilance. Voilà, alors, comment se fait le recrutement, bien sûr, du personnel? Oui, c'est l'ANT qui a mis en place un processus de recrutement. C'est une enquête de moralité pour recruter ces gens-là? Oui, en liaison avec les élus locaux, tout ça, ce travail est fait au niveau de l'ANT. Okay. Alors, c'est M. Alessandre Biaro, vous êtes le directeur général de l'INSAE, l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Dites-nous, est-ce que vous êtes sûr que le RAVIP, que les populations sont au courant? Parce qu'il y a 10 jours, bien sûr, donc, du démarrage, on a encore l'impression que la grand-mère qui a Tchoumi n'est pas encore informée. Alors, est-ce que déjà, pendant les derniers jours, il y aura un battage médiatique justement pour amener la population à sortir par rapport à ce recensement? Oui, je pense que le gouvernement fait un effort dans ce sens, où il y a beaucoup d'affiches, beaucoup de radios communautaires qui essaient de parler du processus. Toutes les couches de la société ont été rencontrées, les leaders religieux, les leaders d'opinion, les artisans, les conseils départementaux, réunissant les maires, les codis des ministères. Et donc, je pense que le processus de battage médiatique va se poursuivre avant l'opération et tout au long de l'opération. Parce qu'il y a 6 mois. Et il va y avoir un suivi des statistiques de façon à ce que les endroits où on ne sent pas une couverture satisfaisante, il va y avoir un renforcement. Et puis, ce qu'on doit savoir, c'est une opération initiale de masse. Mais après ça, il va y avoir des points, des serveurs et des points d'enregistrement permanents qui vont être mis en place sur l'ensemble du territoire, de façon à engager le processus de mise à jour. C'est un recensement initial dont l'objectif est de mobiliser le maximum de Béninois. Mais après, puisqu'il y a des Béninois qui vont naître, il y a des Béninois qui vont disparaître, tout ça, il va y avoir tout un processus de mise à jour. Donc c'est un processus permanent qui va s'inscrire dans la durée. Si vous ratez le coach maintenant, ce n'est pas bon parce que vous ne pourriez pas bénéficier des applications, mais le processus ne va pas être fermé. Donc c'est un peu ça. Alors on dit aussi que la carte RAVIP va supprimer certaines pièces qui servent justement à confectionner la carte d'identité, par exemple, pour le passeport, c'est vrai? Non, le passeport va toujours rester parce que c'est un passeport, c'est utilisé comme titre de voyage. Oui, quand on veut confectionner un passeport, on voit un peu le nombre de pièces. Oui, au contraire, cela va faciliter. Voilà. Cela va faciliter, puisque tous ces renseignements auraient été déjà stockés dans une base de données. C'est ça. Donc, cela va être exploité pour une confection rapide, une fiabilisation du passeport. Donc, mais elle peut remplacer la carte d'identité si tous les citoyens disposent et que l'arsenal juridique soutient cette initiative. Est-ce que l'INSAE est prête? Elle est prête puisque c'est l'Institut, voilà. Est-ce que vous êtes prêts justement à partir du 11 novembre là Non, nous jouons, chacun joue sa partition. L'ANT s'occupe de déploiement opérationnel. L'INSAE est dans une position de contrôle et de conseil. Et donc, nous sommes permanemment à leur côté pour
leur donner l'expertise, le conseil, tout ce qu'il faut. Et donc, on est prêt. Le RAVIP va mobiliser combien de milliards de francs CFA? Bon, tout ce que je sais, c'est que il y a certains investissements importants dont je ne peux pas vous donner les chiffres à ce stade-ci, puisque ma position, moi je suis un technicien et mon rôle c'est un rôle de conseil. Donc dès que vous aurez certainement les opérationnels de l'opération, ils peuvent vous donner les chiffres précis. Pas que les chiffres n'existent pas, mais c'est d'eux qui relèvent les chiffres précis en la matière. Et je sais que le gouvernement s'est engagé à couvrir les investissements et les moyens nécessaires à la réalisation de cette opération. Et en ce qui nous concerne, que chacun joue sa partition. Que les populations se prêtent à l'exercice en allant se faire recenser. Que l'Agence nationale de traitement déploie le protocole strictement tel que prévu dans les règles et que toutes les structures de contrôle assurent leur position de contrôle. Et que le gouvernement mette effectivement les moyens et tout l'arsenal de support en termes de sécurité, de conseil, de moyens à mettre en place, de communication pour faciliter le déploiement du travail. Est-ce que la carte RAVIP peut remplacer facilement la carte d'identité pour les élèves, par exemple? Oui, mais tout ça là, c'est les objectifs, c'est une des applications. Dès que aujourd'hui les élèves, tout ça là est fait, la carte d'identité RAVIP va être celle qui va s'imposer. Et donc peut être utilisée. Donc on ne va plus utiliser forcément la carte d'identité pour des opérations ponctuelles. Non, et puis justement c'est l'objectif de disposer d'une carte qui puisse servir à tout. Pas à la banque, pas. Non, à la banque, c'est parce que l'État a estimé que la carte d'identité est la pièce officielle pour vérifier. Il appartient à chaque société, à chaque structure, donc de voir si c'est... Non, il appartient à l'État avec les législateurs d'en décider ainsi. Et tout cela sera consacré en termes d'application. Si on dit que pour vérifier la sécurité et l'identité d'un citoyen, vous avez besoin de sa carte RAVIP et que c'est consacré par une loi et promulgué par les structures appropriées, cela va être acté dans les pratiques. Justement, le RAVIP, c'est également contenu dans le programme d'action du gouvernement, le PAG, du président Baptiste Talon. Est-ce que vous pensez, c'est vrai, vous ne faites pas de la politique parce que c'est que vous êtes un technicien chevronné, voilà. Alors, est-ce que c'est un respect, bien sûr, de la parole donnée par le chef de l'État? Oui, de ce point de vue, oui. Je pense, je conviens avec vous de certains éléments du programme d'activité, donc il est en cohérence avec cet outil, cette boussole qui est mise en place. Nous allons revenir un peu plus tard sur les conclusions, peut-être sur le RAVIP. Rapidement, 2 ou 3 questions avec vous, monsieur le DG de l'INSAE, puisque j'ai posé la question concernant justement votre institut. Vous savez, l'utilisation du temps de travail par les Béninois ne contribue pas assez à la croissance économique. Alors, l'INSAE a mené donc des enquêtes sur l'emploi du temps au Bénin. Les résultats montrent que les Béninois n'utilisent pas, bien sûr, de façon judicieuse et adéquate leur planning. Pourquoi vous avez mené cette enquête-là? Oui, nous avons mené cette enquête parce que, vous savez, au-delà des moyens que nous exigeons, nous ne voyons pas souvent la façon dont nous utilisons le temps pour la production économique. Or, l'utilisation du temps est une donnée majeure. Et utiliser le temps a des fins de production économique. Donc, vous pouvez avoir, le temps, c'est la variable qui est commune dans tous les pays du monde. On sait qu'une minute, c'est une minute. Une heure, c'est une heure. Mais le défi, c'est comment nous utilisons le temps. C'est ça. Le japonais a le même temps que le béninois. Mais comment il utilise ce temps-là pour la production? C'est là le défi. Donc, si vous avez 8 heures de travail et que vous passez 5 heures à dormir ou bien à faire d'autres activités... C'est qu'on constate justement dans les administrations publiques, pour être plus précis. Bon, je pense qu'il ne faut pas qu'on stigmatise, mais je suis d'accord avec vous que sur les 8 heures de travail dans les administrations, effectivement, en moyenne, nous avons 5 heures effectivement travaillé. Et nous avons pas mal de collègues qui ne travaillent que 3 heures dans les administrations. 3 heures, sur 8 heures. Sur 8 heures. Et donc, ça apparaît, ça? Non, je pense qu'il y a plusieurs mots qui commandent à ça. Quels sont ces mots-là? La démotivation, c'est ça? C'est quoi le problème, justement? Oui, il y a même
la valeur même attachée au travail. C'est une question d'abord, on n'attache pas de l'importance au travail. On pense qu'on peut régler nos problèmes par des raccourcis. On pense que celui qui travaille n'est pas forcément celui qui est le mieux rétribué. Donc il y a pas mal de freins sur le plan social. Mais à côté de cela, il y a aussi la paresse de certains citoyens, la motivation et parfois l'insuffisance de la formation. Et parfois l'inadaptation un peu du positionnement de certaines personnes. Il y a ce problème d'orientation aussi. D'orientation, ils n'ont pas forcément... Si vous amenez un agriculteur qui veut devenir journaliste, agriculteur, ainsi de suite, mais il vient se rennuyer. Il va faire 8 heures pour faire... Et sur les 8 heures, peut-être que c'est en 1 heure qu'il arrive à faire quelque chose qui ne participe même pas à l'atteinte des résultats. Donc il y a il faut l'analyser pas comme forcément des récriminations, mais c'est des résultats dont il faut voir les véritables déterminants et attaquer ces déterminants. Et donc, c'est important de voir, nos citoyens ne travaillent pas suffisamment. Pourquoi ils ne travaillent pas? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas les capacités? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas la motivation? Est-ce que c'est intrinsèquement parce que la valeur du travail n'est pas reconnue pour eux? Est-ce que lorsqu'on aurait vu ça, on pourrait vraiment chercher à les corriger, mais pas forcément stigmatiser? Vous savez, on a été habitué dans nos sociétés à voir ceux qui travaillent peu, c'est eux qui gagnent le plus. C'est le constat. Mais si c'est comme ça, est-ce que certains vont se dire, est-ce qu'il est important que je m'investisse? Parce que je suis sûr que je vais m'investir, je vais suyer, mais je ne suis pas sûr d'être mieux rétribué que celui qui s'investit peu. Donc, il y a tous ces construits, ces pratiques sociales qui nous amènent à voir la situation de façon en profondeur. Il y a un problème de salaire aussi qui se pose. Oui, ça fait partie des déterminants. Les Béninois sont les moins payés quand même au niveau de la sous-région. Et voilà, parce que le SMIC est toujours à 40 000 francs CFA, c'est dommage quand même. Oui, mais au-delà de ça... J'espère que le gouvernement de la rupture y pense. Oui, mais vous avez aussi, dans des milieux où les salaires sont extrêmement élevés, vous n'avez pas forcément des résultats. Donc c'est pour dire que la question est complexe. Mais le travail de l'INSA a l'avantage de donner des données scientifiques pour montrer la perception, pour appuyer la perception sociale. On sait que les gens ont une perception un peu négative du travail de bureau, du travail de choses, mais on a donné des résultats, mais quitte à une autre phase de disséquer ces résultats et de voir comment on les corrige. Également, nous allons parler, monsieur, de la pauvreté. Vous savez, nous avons un taux de pauvreté qui a augmenté au Bénin, 40% en 2015. Est-ce que 2 ans après, nous sommes en 2017, est-ce que ça a évolué ou bien ça a diminué? Mais c'est toujours le statu quo. Non, nous nous apprêtons à avoir une enquête de grande envergure pour voir les nouveaux développements de la pauvreté. Mais il faut dire que nous sommes dans une dynamique ascendante de la pauvreté depuis 2011 et liée à plusieurs facteurs. Vous avez des chocs au niveau régional et au niveau national, les différentes croissances qu'on a eues n'ont pas été suffisamment inclusives pour prendre en charge toute la population. L'agriculture est encore qui mobilise nos citoyens en grande partie et reste encore rudimentaire. Les rendements sont faibles, ce qui fait que nos paysans, lorsqu'ils finissent de produire et vendre, leur situation sociale ne change pas fondamentalement. C'est vrai que le défi majeur que doivent relever les pays en matière de développement consiste donc à trouver les moyens de réduire l'ampleur, bien sûr, l'étendue de la pauvreté, de l'extrême pauvreté, il faut le reconnaître, a été également passé donc, de 54% en 2011 à 60% en 2015. Ça veut dire que voilà, il y a la pauvreté, il y a l'extrême pauvreté aussi, il y a ceux-là qui n'arrivent même pas à trouver 100 francs par jour. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez fait des enquêtes aussi par rapport à ça. Et quelles sont les solutions qu'on peut apporter justement à ça? L'extrême pauvreté, c'est essentiellement ceux qui n'arrivent pas couvrir les besoins alimentaires minimums. Évidemment. Et 60% au Bénin, c'est trop, quand même. Oui, évidemment. Ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, évidemment, ce qui a été prévu, c'est vraiment des filets sociaux. Filets sociaux, apporter vraiment une aide à ces citoyens-là, à travers vraiment le mécanisme d'assurance sociale, qui puisse permettre à ces personnes-là de se soigner
d'inscrire leurs enfants à l'école et d'avoir un minimum de moyens pour subvenir à leurs besoins. Donc, il y a le projet Arche qui, certainement, dans son déploiement, va essayer de corriger ça. Et il y a aujourd'hui la généralisation des cantines scolaires. Aujourd'hui, c'est un programme qui va permettre aux enfants qui vont à l'école et dans plusieurs contrées de pouvoir au moins mettre quelque chose, de pouvoir s'alimenter, de pouvoir suivre les cours. Car en fait, si les ménages sont très pauvres, ça impacte les enfants et les enfants n'arrivent plus à aller à l'école pour suivre réellement. Et donc, les cantines scolaires qui couvraient 500 écoles ont été élargies à près de 3000 écoles. Et donc... C'est pour cette année? Oui, pour cette année, déjà opérationnelle. Et donc, c'est des situations... Vous avez déjà développé vos équipes pour voir si la faisabilité, si c'est vrai, ça a démarré effectivement? Non, nous avons fait des enquêtes préalables pour voir l'état des lieux. Et donc, le déploiement est en cours et c'est à l'issue de ça que nous allons faire des enquêtes pour savoir. Parce qu'on a comme l'impression, parce que selon les informations que nous avons recueillies, il y a quelques petits problèmes déjà sur le terrain. Oui, effectivement, le déploiement de cette initiative n'ira pas sans problème. Donc, l'essentiel, c'est de démarrer et de pouvoir corriger au fur et à mesure. Je pense que c'est cela. Mais nous, en notre position de technique, nous avons des enquêtes pour faire le suivi et pour dire est-ce que cela a apporté, est-ce que les élèves, la situation de ces élèves a réellement changé, est-ce que leurs résultats scolaires s'en est amélioré, ainsi de suite. Donc, je ne peux pas opiner en l'absence d'informations scientifiques et précises actuellement sur comment les déploiements se passent, tout ça. Donc, je sais qu'il y a des rapports de suivi, mais c'est les personnes inscrites dans ces démarches-là qui peuvent en parler de façon précise. Voilà. Vous êtes directeur général, bien sûr, de l'INSAE. Le gouvernement a prévu 500 000 emplois par an. Est-ce que les données, vous avez déjà les données, déjà 2 ans pratiquement, on a déjà 200 000 emplois déjà? Bon, je ne suis pas là pour ça, mais nous sommes en train de préparer un état sur la situation de l'emploi. Je me ferai le plaisir de revenir ici pour en parler avec vous. Mais à ce stade-ci, je ne m'étais pas préparé pour discuter de ces questions, mais l'INSAE peut évaluer la mise en œuvre effective de cette disposition. On a des instituts de sondage, mais que fait l'INSAE justement? Parce que dans les pays développés, c'est vrai, l'INSAE, on a du mal à comprendre un peu pendant les élections, voilà, que ce soit législative ou présidentielle, on a du mal à situer un peu l'INSAE par rapport à ça, puisque quand même vous êtes habilité à le faire. Pourquoi ce mutisme à un moment donné? Oui, vous savez, l'INSAE, d'abord, n'a pas l'exclusivité des opérations statistiques. L'INSAE a d'abord produit des statistiques clés, assure la coordination et le contrôle de qualité pour les instituts qui produisent, les instituts ou structures qui produisent des statistiques. C'est ça. Bon, pour les données électorales, je pense que c'est il y a parfois, nous nous inscrivons parfois dans l'appui technique et le contrôle pour ne pas donner l'impression que nous versons dans un peu les partis pris. Ça c'est des prises de position. Est-ce que vous n'avez pas les moyens de votre politique, sans doute, parce que ça, que les élections, c'est des gros sous? Non. Parce que quand même, en France, par exemple, c'est le ministère de l'Intérieur quand même qui oui, est là. Alors, mais notre cadre législatif déjà a dévolu l'organisation des élections à la Sénat, qui fait appel aux ressources. Oui, mais parallèlement, est-ce que vous faites quelque chose pour donner les statistiques aussi pour voir si effectivement la Sénat est en train de donner de bons résultats, la Cour constitutionnelle ainsi de suite? Nous ne sommes pas là pour contrôler la Sénat ou tout ça là. Nous sommes là quand la Sénat nous appelle pour dire j'ai une offre pour nous permettre de dépouiller les élections, tout ça là. Est-ce que vous pouvez me donner de votre avis sur ça? Nous sommes inscrits dans le conseil à ce niveau. Mais si on nous confiait cela, est-ce que vous voyez, si on nous confiait cela, on peut le faire. Donc, mais la loi est faite pour être respectée. Si l'arsenal juridique dit vous devez vous inscrire dans ce domaine, on est obligé de le faire. Mais si vous en convenez comme ça et que les corps constitués de la nation conviennent que l'INSAE puisse assurer, disons, le dépouillement des élections, je pense qu'il faut le consacrer dans les tests. Et il en sera ainsi. Est-ce que c'est parce que vous êtes un établissement public que vous avez peut-être peur de faire des sondages pour les élections et autres? Parce que bon, non, c'est pas parce qu'on est un établissement public
que nous ne devons pas travailler dans les sondages et autres. Mais, je vous assure, il faut qu'on puisse nous les commanditer. Il faut qu'on puisse nous mettre sur cette route pour qu'on puisse aller. L'INSAE ne fait pas du sensationnel. L'INSAE, parfois, ne se met pas. C'est un institut impartial. Et c'est vrai, on est un institut gouvernemental, mais on a le devoir de travailler pour tous les citoyens. Donc, s'il y a parfois des statistiques qui appellent des positions partisanes, c'est-à-dire des opérations, on préfère que ce soit des personnes, des structures autres que l'INSAE qui les développent et que nous, on vienne en position de vraiment contrôle de qualité, d'appui méthodologique pour garantir notre impartialité. Est-ce que vous êtes pour la suppression de la Sénat, par exemple, le sujet évoqué par plusieurs personnes, même les hommes politiques aujourd'hui, que ça revienne encore au ministère de l'Intérieur, un peu comme les grands pays. C'est une question politique et juridique. Je laisse les politiques et les personnes en charge des différentes lois et le gouvernement opiner sur la question. Moi, je suis un commis. Vous êtes un citoyen. Oui, un citoyen, mais ici, revêtu d'un manteau de directeur général, et en tant que tel, j'ai un devoir de réserve et je dois rester dans mon couloir technique. Et donc, cette question relève des politiques et des législateurs. Et donc, laissez-le, que chacun joue sa partition. Mesdames et messieurs, mais vous pouvez donc déjà commencer peut-être à nous appeler au 21 33 84 19 65 00 24 24, vous le 61 53 90 53. Eh bien, pour des questions d'éclaircissement, je rappelle à toute fin utile que nous sommes en compagnie de monsieur Alessandre Biao, le directeur général de l'INSAE, l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, en studio ici depuis 9h05. Nous allons revenir très rapidement sur le RAVIP. Pour ceux-là qui ont pris cette émission au vol, rappelez très rapidement, c'est vrai que la révision c'est pédagogique. Rappelez, monsieur, donc, les avantages, bien sûr, de cet outil. Oui, et je dois vous dire, le RAVIP, c'est une opération de grande envergure qui est déployée par le gouvernement et qui permettra à chaque citoyen de se faire enregistrer parmi les 1500 bornes d'enregistrement qui seront déployées sur l'ensemble du territoire. C'est ça. À l'issue de cet enregistrement, qui va durer 6 mois à partir du 1er novembre, vous pourrez disposer de votre numéro personnel d'identification. Vous allez vous voir figurer dans le registre national de population avec toutes vos caractéristiques, qui vont vous permettre de bénéficier d'un certain nombre d'attributs comme la carte nationale d'identité biométrique. Et pour les citoyens qui n'ont pas de pièce d'état civil, ça va être une facilitation pour leur permettre de bénéficier de leur acte de naissance en complément et à ceux qui ont déjà les pièces d'identité. C'est ça. Ok. Justement, que gagne le citoyen bilan donc à adopter cet outil, vous l'avez si bien dit. Également, c'est un outil révolutionnaire annoncé, c'est le RAVIP qui est très bénéfique pour les populations, selon donc le directeur général de l'INSAE. Apparemment, il n'y a pas encore de signal de l'autre côté de la baie vitrée pour recevoir quelques auditeurs qui nous écoutent en ce moment du côté de Paracourt avec Iban FM et également la télévision web, la télévision du groupe de presse Le Matinal. Nous allons commencer par M. Ayaba. Voilà, il parle bien sûr des bailleurs de fonds, l'EPI, 70% aujourd'hui. Est-ce que le RAVIP qui coûte, selon ce qu'il a dit, 40 milliards de francs CFA, selon donc cette donnée, je ne sais pas, c'est lui qui évoque ces chiffres-là, c'est pas des chiffres peut-être officiels. Alors, dites-nous un peu comment ça s'est passé. Non, je sais que le financement du RAVIP est un financement national et j'ai indiqué que les personnes en charge vraiment de la gouvernance de cette opération peuvent donner des chiffres officiels. Mais ce que je sais, c'est un financement national et l'État s'est engagé à couvrir ce financement. Donc je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de compter sur nos propres ressources pour assurer des outils de souveraineté. Donc je pense que c'est une position du gouvernement et il faut respecter cette position. Et je pense que
le gouvernement a mis en place son programme d'action du gouvernement. Je pense que les moyens pour le faire, on doit pouvoir lui permettre de solliciter les moyens qui lui semblent être les plus légaux possibles pour réaliser ce programme. C'est ça. Donc, de ce point de vue, moi, je pense que chacun joue sa partition. Le gouvernement est chargé de mobiliser les moyens pour assurer la mise en œuvre de son programme d'action. Laissons le gouvernement dans cette entreprise. Le gouvernement est également en charge de rechercher les moyens pour assurer le bien-être de la population. Et je pense que les récriminations de la population pour dire on a faim, on a ceci, le gouvernement les entend, et le gouvernement a la charge d'assurer cela. Mais cela ne doit pas empêcher de conduire d'autres chantiers. Le développement, c'est un tout. Et je pense que je comprends que les populations sont impatientes, elles vivent des affres de la pauvreté, mais il faut qu'elles excusent, il faut qu'elles acceptent la conduite d'autres programmes, d'autres initiatives de développement. Il y a la question du fichier électoral, n'a pas de problème. Oui, le RAVIP, c'est une question de développement. On a pratiquement indiqué les finalités. Disposer d'un numéro personnel d'identification, disposer d'un répertoire et participer à la généralisation de la pièce d'identité biométrique plus sécurisée. Et donc, il y a d'autres applications qui vont au-delà des élections. Et donc, on a compris que la LEPI, directement orientée vers les élections, directement des fixations sur les élections. Bon, il faut comprendre qu'à ce stade actuel, la loi électorale n'est pas abrogée. Ça veut dire que la LEPI reste en vigueur. Il faut comprendre que dans le RAVIP, si vous prenez le formulaire, vous n'avez pas directement une question qui fait référence aux élections. Et au niveau du RAVIP, les citoyens ne choisissent pas leur centre de vote. Donc, de façon directe, ce n'est pas un outil électoral. Mais cela peut être utilisé comme toute autre donnée pour la préparation des élections. Mais ce n'est pas directement cela. Et quand vous voyez le calendrier électoral et le calendrier de mise en œuvre du RAVIP, c'est vraiment pas... Il y a très peu de chances que cela soit compatible. C'est ça. Donc, c'est un outil qui est déroulé en dehors de la période électorale pour des faits englobant au-delà des élections. Donc, je pense que c'est deux initiatives différentes, mais qui peuvent être et dont l'un peut contribuer à enrichir l'autre. C'est ça. Donc, c'est un peu ce que je dois dire. Bon, il y a pas mal d'invités qui comprennent le bien fondé du RAVIP et qui ont même donné des contributions. Certains ont dit, certaines couches n'ont pas encore été sensibilisées. Je pense que nous avons bien noté cela. Et la différence entre le RAVIP et l'IFU. Vous voyez, l'IFU, c'était un identifiant fiscal. C'est un identifiant, mais pour assurer une bonne couverture de la fiscalité. Il faut que toute personne qui entreprend des activités économiques puisse disposer, toute personne physique puisse disposer d'un numéro d'identifiant unique. Ça, c'est un numéro, mais qui a trait aux personnes qui exercent des activités économiques. Et nous devons comprendre que ce numéro est limité à des personnes qui ont des prestations avec l'État. Vous savez, c'est des numéros où c'est lorsque vous avez un marché à faire ou bien vous avez une prestation publique, un contrat avec l'État, qu'on vous exige que vous avez, il faut avoir le numéro IFU. Et donc, on comprend que ce n'est pas un numéro qui est généralisé. Et bien entendu, lorsque le numéro issu du RAVIP va être totalement attribué, il peut substituer le numéro IFU. Il va même substituer le numéro IFU pour ne pas laisser coexister un numéro dont la finalité est d'identifier le citoyen. C'est ça. Mais l'IFU, c'était un numéro pour identifier le citoyen dans le cadre de ses relations avec l'administration fiscale. Est-ce que vous voyez? Mais ici, on va au-delà de l'administration fiscale. Et donc, c'est des initiatives de développement. Et on a vu que le numéro personnel d'identification va concerner tout le monde, y compris l'enfant qui vient de naître. C'est ça. Donc, c'est une contribution pour avoir vraiment des citoyens qui soient identifiés et pour vraiment permettre plus tard, dans leur développement, dans leurs activités, qu'ils puissent avoir une connexion directe avec l'administration, même s'ils ne sont pas en position d'avoir des marchés ou bien des engagements directs avec l'État. Il y a des personnes qui ont souligné que les personnes
qui sont dans les commissions, ça fâche. Oui, je pense que on ne peut pas empêcher les citoyens de formuler leurs opinions. Mais il faut reconnaître que nous avons le devoir de tolérance. Tout le monde est béninois et tous ceux qui peuvent partager leurs expériences. L'expérience, ce n'est pas que des aspects positifs. Il y a des aspects qui n'ont pas marché, ça fait partie de l'expérience. Il faut permettre à tout béninois de s'exprimer et de participer à l'édification de la nation. Nous devons rester tolérants, mais nous devons rester vigilants. Et donc, je comprends leurs inquiétudes, mais je pense que leurs inquiétudes constituent quand même des éléments d'attention pour ceux qui sont en charge de l'élaboration de l'outil. C'est ça. Pourquoi vous n'êtes pas dans un rôle de conseil plutôt que dans un rôle d'acteur, hein? Oui, je dois dire qu'il faut se conformer aux tests. Tout part des tests. Tout part de la position que vous confèrent les tests. Et comme je vous l'ai dit, l'ITSAE, c'est un instrument au service du gouvernement. On fait ce qu'on nous demande de faire. Et l'essentiel n'est pas de se trouver dans une position. L'essentiel est de bien faire ce qu'on a à faire. Que chacun joue sa partition dans le couloir où il se trouve. Et en cela, le résultat va être partagé par tous. C'est ça. Et donc, je pense que on ne cherche pas à caporaliser tout. Mais, dans le couloir où on nous met, nous serons d'être le plus efficace possible dans ce couloir. C'est ça. Et le sort de la LEPI, je viens de dire, Oui, en fait, oui, je viens de dire que la LEPI n'est pas abrogée puisque la loi électorale, elle est toujours en vigueur. Et je pense que nous faisons bien la part des choses. Bon, c'est normal que les citoyens suscitent des craintes, mais ça doit éveiller. Je pense qu'il faut même être attentionné aux citoyens qui expriment des inquiétudes. Et je pense que de ce point de vue, cela ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Monsieur Moussa Fataï, les chefs quartiers, les maires, tout ça sont au cœur de ce dispositif. Et je pense que tous les moyens appropriés vont leur être donnés par le gouvernement pour pouvoir assumer ce rôle. Si vous résidez à Cotonou, quel que soit votre lieu de résidence, vous pouvez vous faire recenser. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est une des différences avec la LEPI. La LEPI, vous devez être dans votre circonscription électorale, vous devez être... Mais pour le RAVIP, partout où vous êtes, vous pouvez vous faire recenser. Partout où vous êtes. Même les Béninois de l'extérieur doivent se faire recenser. C'est une étape ultérieure. Donc, M. Moussa Fataï, même s'il est à l'ADA et qu'il réside à Cotonou, il peut se faire recenser à l'ADA. Il n'y a pas de... Même si vous êtes à Cotonou, que vous êtes à Akwa, et que vous vous retrouvez à Godomé, vous pouvez aller vous faire recenser là-bas. Il n'y a pas d'inquiétude. Bon, je compatis et je comprends pas mal de citoyens qui vivent les affres de la grève, mais je pense qu'ils comprennent bien aussi que le RAVIP est important et que malgré toute la souffrance qu'on vit, il faut quand même ne pas fermer la porte à d'autres initiatives. Et donc, je voudrais compatir à leur douleur et aussi les encourager, les susciter pour qu'ils puissent vraiment participer au RAVIP. En réalité, chacun est un acteur de communication. Chaque citoyen doit être un acteur de communication. C'est vrai, la sensibilisation la fera et la communication la fera, mais ça ne sera jamais assez suffisant que chacun, dans sa position, puisse communiquer autour de lui. Et c'est comme ça que vous allez contribuer, puisque dans la communication, malgré tout l'arsenal qui est déployé par le gouvernement, il y a pas mal de citoyens qui seront en retrait de tout ça, qui n'auront pas l'information. Mais nous avons le devoir de porter l'information partout où on est, à ceux qui veulent écouter ces initiatives. Tout à fait. Donc, il y a la question liée à l'attribution du marché à Safran. Ça ne relève pas de ma compétence. Que chacun joue son rôle. À ce stade-ci, on doit s'assurer que l'opérateur peut faire le travail. Est-ce qu'il peut faire le travail? Quels sont les garde-fous à observer pour qu'on n'observe pas les inquiétudes que la population suscite? Et je pense que c'est cela qu'on doit chercher à protéger. C'est ça. Et puis Landry, pour finir, Landry qui parle bien sûr des pouvoirs ont été donnés au chef d'arrondissement pour, je crois que c'est ça, obligé. Oui. Je crois que est-ce que vous avez saisi donc les chefs d'arrondissement Oui, je pense que c'est fait. C'est fait. Et le processus aussi est en cours pour s'assurer pour la mise en place des moyens. Comme je l'ai dit, l'Agence nationale de traitement et la structure opérationnelle qui s'occupe de ça.
Et après l'Agence nationale de traitement, il y a un comité technique de pilotage auquel je suis membre, qui comprend des directeurs généraux des structures de l'administration. Et après ça, il y a une commission nationale de supervision. Et donc, l'Agence nationale de traitement, c'est la structure opérationnelle. Et puis le gouvernement aussi apporte tout le support administratif, financier, tout ça, pour que l'opération se déroule à merveille. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Alessandre Biaou, directeur général de l'INSAE, l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, pour tous ces détails. Il est 10h presque 20 minutes dans nos studios, mesdames et messieurs. Eh bien, nous sommes à quelques minutes, bien sûr, de la fin de cette émission. Nous allons voir rapidement le résumé de tout ce que vous avez dit, Monsieur le directeur, avec ma jeune consoeur. Chrisbel Moncho, bonjour. Bonjour, Hospice. Voilà, vous avez la parole. Invité de ce dimanche, le directeur général de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, Alessandre Biaou, a levé un coin de voile sur le RAVIP. Il nous a laissé entendre que le RAVIP est un recensement administratif de la population qui va permettre à chaque Béninois de disposer d'un numéro d'identification regroupant des données personnelles, des empreintes digitales, sans oublier des photos. Cette base de données participe à la modernisation et à la gestion administrative, aussi bien pour les nationaux que les étrangers vivant sur le sol béninois, a-t-il poursuivi. En ce qui concerne le déroulement de l'opération, M. Biaou a précisé que 1500 bornes d'enregistrement ont été mises en place sur toute l'étendue du territoire. L'opération durera 6 mois et prendra en compte tout individu âgé de 0 à 6 à X années. Quelle est alors la mission de l'INSAE et le rôle de l'opérateur français Safran? Le DG a affirmé que sa structure a pour rôle d'assurer le contrôle de qualité, contrairement à l'opérateur français Safran qui vient en appui à l'opération en apportant le matériel, la logistique et la configuration. Retenons par ailleurs que l'Agence nationale du traitement reste l'opérateur principal de ce recensement. Merci pour l'attention et agréable dimanche à tous. Merci à vous, Chrisbel Moncho. On va vous retrouver dimanche prochain pour le même exercice. Exactement. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, vous avez 30 secondes ou 1 minute pour votre mot de la fin. Oui, mon mot de la fin, c'est d'abord pour remercier la presse pour ce rôle vraiment extraordinaire que vous faites. Vous m'avez invité de façon vraiment à c'est notre manière aussi de contribuer. Oui, et je dois dire, la population, la partition qu'elle a jouée, c'est vraiment de se rendre massivement, de façon continue, au niveau des bornes d'enregistrement, pour se faire recenser. Ce n'est pas que pour les chefs de ménage, c'est toutes les personnes vivant dans vos ménages respectifs que vous êtes tenus de faire enregistrer. Il n'y a pas que ce soit vos enfants, les personnes à charge, les personnes qui vous assistent, qu'on appelle de façon négative des domestiques. Tout le monde est concerné, y compris le bébé qui vient de naître. Et donc, j'exhorte tout le monde à faire cet exercice, à se faire recenser. Et après, nous serons en droit de réclamer les finalités au gouvernement. Et je sais que le gouvernement mettra les moyens en place pour qu'on n'ait pas une opération inachevée. Et je pense que pour le reste, je nous souhaite un bon dimanche et souhaite tout le plaisir aux populations et tout leur accompagnement pour cette opération. Je vous remercie. Merci, Monsieur Alessandre Biaou. Je rappelle que vous êtes donc le directeur général de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE. Vous étiez l'invité des Cadres sur table de ce dimanche 22 octobre de l'année 2017 pour nous parler bien sûr du RAVIP, le recensement administratif à vocation d'identification de la population. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout donc pour cette émission. Vous avez tout compris sur cet outil révolutionnaire et hautement numérique. Merci, Monsieur Didier. Merci, M. Hospice des Araux. Merci. Alors, tout est bien qui finit bien. Pateno Gomez et son équipe à Parakou. Ici à Cotonou, Rock, Boton Redo, Semiat, Yesoufo, Chrisbel Moncho et les stagiaires Amoni, Toupé, puis Nasser Oro, et puis moi-même Hospice, que nous de Drawete chez vous. Sachez que quiconque ne sait pas souffrir n'a point un grand cœur. Il faut, par votre patience et votre courage, lasser la cruelle fortune qui se plaît à nous persécuter. C'est par cette citation de Fénelon que nous refermons cette émission, bien sûr, de ce dimanche. Eh bien, merci et à dimanche prochain. Au revoir.